Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Entre Plums. D'habitude, je dis bienvenue sur votre plateau Entre Plums, mais la crise sanitaire oblige. Comme nous n'avons pas eu de plateau avec des intervenants, on va dire entre guillemets officiels, des personnes que je fais déplacer d'habitude vraiment pour présenter la situation et pour parler de la crise. Donc, nous avons mis en place un Zoom et cet après-midi, on va en profiter pour rentrer plus en profondeur et pour parler de cette crise économique et d'une solution qui serait la fameuse consommation locale. Comme on sait, ce qui a vraiment frappé de plein fouet nos entreprises, c'est parce qu'on compte beaucoup trop sur les consommateurs extérieurs et qu'on compte beaucoup trop sur la production extérieure. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à l'avenir, on ne subisse pas encore une deuxième crise économique comme ça? La consommation locale peut être un des leviers à traiter, un des sujets qu'il va falloir développer et sur lequel il va falloir travailler pour, dans un futur le plus proche possible, une fois que la relance sera faite, que l'on puisse vraiment s'appuyer sur ce levier qui est en plus porteur d'emploi, puisque c'est quelque chose que l'on ne peut pas délocaliser. Alors avec nous, je vais vous présenter tout à l'heure notre intervenant que vous connaissez déjà parfaitement bien, qui est Monsieur Eddy Babel, et qui en plus, comme vous le savez, c'est un locavore, il va vraiment nous expliquer ce que c'est. Il a fait plusieurs livres sur tout ce qu'on peut faire au niveau de la consommation locale. C'est lui qui a fait le FRAPA dans tous ses états. Et il vient pour nous parler de son livre « Les farines de tubercules ». Donc tout à l'heure, je vais vous présenter ce fameux livre qui a été fait par Monsieur Eddy Babel, qui en plus c'est un livre super bien, il y a plein de recettes à l'intérieur, c'est génial ce qu'il a fait et tout est local. Donc on peut vraiment réussir à avoir une réelle production locale chez nous et ça peut être vraiment une super filière économique. Mais avant, on va partir du côté des Prums et on va vous présenter Henri Bistoquet, qui est un essayiste, écrivain, poète. Donc c'est un homme que vous connaissez déjà puisqu'il est déjà passé sur notre plateau chez nous à Canal. Donc il a fait un ouvre-livre que vous allez voir qui va s'afficher, qui s'appelle Réflexion personnelle et non hiérarchisée sur nos comportements par un consommateur guadeloupéen qui se soigne. Donc c'est un livre des éditions Negmaron, puisque vous savez qu'il est à ces éditions, qui a le plaisir d'annoncer cette fameuse nouvelle publication. Et il s'agit, comme ça l'indique clairement, d'un espace singulier de consommateurs guadeloupéens capable de bousculer les vieux dogmes et les objets obsolètes. Alors désolé, comme les conditions sont particulières, d'habitude j'utilise ma tablette, là je suis sur mon téléphone portable, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti mes lunettes, pour pouvoir lire ce qui est écrit en tout petit caractère. Donc sous la forme d'un essai accessible à tous les publics, il adore ce que nous sommes tous, à savoir des individus pareils mais pas identiques des consommateurs. Donc c'est un essai dans lequel il a étudié les consommateurs et dans lequel il étudie la consommation, mais pouvons-nous influencer sur d'autres comportements économiques et qu'attendons-nous pour influencer ces fameux comportements économiques? Donc on lui posera la question le jour où on fera une émission qui va parler de la fameuse consommation. Comme je vous l'ai déjà annoncé, on va beaucoup parler de tout ce qui est agroalimentaire pendant cette période parce que c'est vraiment ce qu'il faut développer. Et on fera venir Monsieur Henri Bistoquet qui va vraiment nous détailler ce qu'il a appris, enfin ce qu'il a mis en place dans son livre. Il faut savoir, parce que je ne l'ai pas dit, que Monsieur Bistoquet est un économiste, donc c'est un professeur guadeloupéen qui a fait étudier l'économie par ses élèves en Guadeloupe. Il a aussi fait des livres
que vous connaissez déjà, hein, comme le livre qui s'appelle Mon cœur comme un archipel ou bien Mon cœur comme un tambour. C'est un livre réversible sur lequel il y a plusieurs histoires différentes. Et c'est lui qui a écrit Même au-delà des nuages. Donc ça, c'est le roman, on va dire, quasi d'actualité. Et il y a le 2, comme Même au-delà des nuages, avec l'histoire plus axée sur Diana. Donc ça, ce sont les œuvres de Monsieur Bistoquet qu'on a mis en prompts et on essaiera de voir comment on peut organiser quelque chose avec lui bientôt. Mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, nous sommes avec Monsieur Eddy Babel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir Sabine. Alors, est-ce que vous allez bien et comment ça se passe pour vous avec ce confinement? Mais ça va bien. Et puis pendant le confinement, je profite pour peaufiner mes petites recherches. Donc je continue dans mes recherches et puis et surtout au niveau de la promotion de ce nouveau livre qui vient de sortir. Donc il y a du boulot quand même. Donc je travaille à la maison. Alors, avant de présenter votre livre, j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Vous avez une longue carrière parce que vous êtes aussi conférencier locavore. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez bien expliquer aux gens ce que vous faites? Alors c'est vrai que mon circuit, c'est vrai qu'il est assez quand même bien rempli. J'ai commencé par la cuisine, donc en passant mon CAP de cuisine à la FPA de Saint-Claude. Ensuite, j'ai travaillé dans des restaurants, dans des petits restaurants de la Côte sous le Vent, sur la Grande Terre. Et ensuite, je suis retourné à l'école, donc avec un groupe de formation. Donc, le directeur à l'époque m'avait proposé de prendre un groupe pour former en cuisine. Et j'ai dû devenir formateur sur le tas. Donc, j'ai appris de moi-même à former ces élèves. Donc, par la suite, j'ai eu plusieurs groupes et notamment fait des interventions aussi à la prison de Basse-Terre. Donc après, j'ai eu l'occasion de former aussi une équipe de cuisiniers, de professionnels qui étaient sur le site de la Rivelière, qu'il fallait encadrer pour justement les amener à pouvoir mettre en valeur les produits qui sont cultivés sur ce site à une table d'hôte qui proposait une restauration traditionnelle et locale. Et par la suite, donc, je suis resté 2 ans et demi sur ce site. Et ensuite, quand mon contrat s'est terminé, donc je suis parti. J'ai créé une association de services à la personne, toujours dans le domaine de la restauration. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'écriture, parce qu'à l'époque, j'avais commencé un projet pour les enfants qui s'intitule Éco-génération, dans lequel c'est un livre qui leur permettait justement de comprendre les phénomènes de l'environnement, donc tout ce qui touche à l'environnement, la nutrition, l'activité physique, le tri sélectif, la pollution. Et j'avais sorti d'abord un support CD, parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a des chansons, il y a des jeux et des exercices. Et par la suite, j'ai complété ce CD avec un ouvrage, avec un livre qui accompagne justement ce CD. Et pendant que j'ai travaillé sur ce livre, pendant cette période, il y a eu ensuite la période de 2009, donc du mouvement du LKP. Et à cette période-là, donc j'ai réfléchi aussi par rapport à une question que je m'étais posée, qui vous dit si bateau là pas rentré, qui j'en nous organisé pour petit à nous manger. Et donc j'ai mis en place un projet, donc un projet d'écriture, toujours toujours par rapport à la musique, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'écrivais pas, donc, mais je chantais, j'écrivais quand même des chansons, des poèmes. Et j'ai voulu mettre en place un projet axé sur la Guadeloupe. Et c'était le projet Découverte en musique, donc un livre avec un produit que j'allais mettre en avant à travers ce livre CD. Et un jour que je me trouvais debout sur ma galerie, je me posais souvent la question quel produit que j'allais mettre en avant. Et puis, j'étais debout face à la mer. Et puis, face à moi, il y avait un arbre à pain. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu l'arbre. Et tout de suite, ça m'a fait tilt à l'oreille. Et c'est comme si que c'est l'arbre qui m'a choisi, en fin de compte, qui m'a dit, je suis là, travaille-moi, utilise-moi. Et j'ai fait demi-tour et puis j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire le livre. Et ensuite, ça a donné ce livre qui était tant attendu, justement, qui s'intitule Le fruit à pain dans tous ses états. Donc, par la suite, j'ai monté un restaurant avec mon frère en 2015. Et à la suite de l'ouverture de ce restaurant, j'ai dû faire un choix
parce que c'est vrai qu'être responsable de restaurant, ça demande beaucoup, ça demande énormément. Et en même temps, je venais de sortir cet ouvrage sur le fruit à pain. Mais je me suis rendu compte que le public avait besoin de ce type d'accompagnement justement pour aller vers une démarche où il pourrait se retrouver à travers ces produits locaux. Et donc, j'ai fermé le restaurant et j'ai continué à œuvrer toujours dans la formation, donc une formation beaucoup plus populaire à travers les différents ateliers et conférences que je propose justement au public pour leur permettre d'aller vers justement, de retourner vers cet environnement qu'on a autour de nous, vers cette biodiversité qui nous propose tant de bonnes choses et qu'on a souvent tendance à délaisser au profit de ce qui vient de l'extérieur. D'accord, bon ben merci pour cette présentation de vous. Maintenant, on va parler de votre livre, mais avant, on va passer une petite vidéo pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi on va parler. Alors voilà, donc là, c'était la présentation de votre livre, Les farines de tubercules. Combien de temps vous avez mis pour faire ce livre? Ça a commencé, je dirais que cette histoire a commencé depuis le livre sur le fruit à pain, parce que c'est vrai que j'ai découvert les farines en écrivant le livre Le fruit à pain dans tous ses états, parce que j'ai dû aussi transformer le fruit à pain en farine. Et justement, avec ce projet, donc sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec nos tubercules aussi. Et j'ai décidé justement de mettre en place cette étude et de faire des recherches justement sur la fabrication des farines de tubercules. Et je dirais qu'en gros, ce livre m'aura pris quand même 2 ans parce que c'est vrai que c'est pas un travail qui était vraiment assidu parce qu'il y avait mon activité aussi et toute la partie conférence, atelier que je mettais en place autour du fruit à pain. Mais pendant ce temps, je réfléchissais en même temps sur cet ouvrage. Et ça m'a pris quand même 2 ans pour réaliser ce livre parce qu'il a fallu que je me pose un moment et que j'élabore les recettes, il fallait les tester et pour pouvoir justement les proposer à travers un ouvrage. Alors, ce livre, moi, il m'a interpellée pour une raison principale, c'est pour la farine. Alors, on sait, hein, ça c'est un vieil adage qui dit que pour alimenter sa population, il faut commencer par lui donner du pain et pouvoir faire du pain. On sait qu'en ce moment, il y a énormément de problèmes avec tout ce qui est frais de douane, taxes qui pèsent sur nos boulangeries, puisqu'elles doivent recevoir de la farine pour produire, revendre. Enfin, c'est quelque chose qui finit pas. C'est un sujet qu'on va essayer de développer et d'approfondir vraiment avec les acteurs économiques qui s'occupent de ce secteur. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut concrètement faire quelque chose pour nos boulangeries et pâtisseries locales, chez nous, avec les farines des tubercules qu'on a déjà? Tout à fait, parce que bon, c'est une farine qui se vaut, qui est excellente, qui est intéressante du point de vue sur le plan déjà de la santé et du point de vue aussi de toute la filière agriculture, parce que c'est vrai que ça apporte une ouverture sur l'agriculture, ça permettrait de revaloriser les produits de l'agriculture et de donner justement un coup de jeunesse à cette agriculture qui parfois peine à trouver des filières, des structures. Et c'est vrai que dans le domaine des métiers de la bouche, donc ce sont des farines aussi qu'on pourrait utiliser non seulement dans la boulangerie, mais aussi en pâtisserie, en viennoiserie, et tout ce qui touche aussi au médicinal.
Alors, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant pour nous, pour notre département, pour notre région, hein, de créer une filière de production de farine, quelle que soit la tubercule? Comment vous voyez ça? Mais j'espère bien que ça va se mettre en place parce que c'est vrai qu'il y a une demande à travers ces différentes farines. On connaît Mhm. très bien la farine de manioc qu'on a largement l'occasion On a grandi d'utiliser. avec, oui. Voilà, tout à fait, on a grandi avec, on l'a découvert, on connaît tous la farine de manioc. Et je dirais que c'est la farine de tubercule qui est la plus utilisée. Et Mhm. c'est vrai qu'il y a des filières à mettre en place pour que justement cette demande soit permanente et que les professionnels puissent trouver sur le terrain localement des farines justement pour pouvoir être utilisées dans la boulangerie ou dans la pâtisserie. Est-ce que pour le moment, avec les chambres consulaires, par exemple, je vais prendre la chambre de l'agriculture, ce sont des conversations que vous avez déjà ouvertes ou commencent à ouvrir ou pas du tout? Pas encore, mais je sais que ça se discute parce qu'il y a aussi des acteurs professionnels qui ont pris justement le taureau par les cornes, parce que c'est Mhm. vrai que depuis la sortie du livre sur le fruit à pain, il y a beaucoup de petites structures qui se sont mises en place et qui fabriquent localement de la farine et qui proposent Mhm. aussi déjà des produits qui sont faits à base de farine de fruits à pain, à base de farine de manioc ou d'autres farines. Et c'est vrai que localement, ça commence à se mettre en place tout doucement. Et c'est vrai qu'il faut vraiment on- il faut vraiment qu'il y ait ce développement de cette filière justement pour pérenniser cette action et de manière à ce que nos jeunes justement puissent trouver l'inspiration aussi à travers des métiers de demain. Alors, justement, vous êtes en train de nous parler de nos jeunes. Vous faites aussi des interventions dans les écoles. Comment ça se passe? Alors, mes interventions sont faites à la demande soit des maîtresses, soit de la direction. Et j'interviens dans les écoles, dans les collèges et notamment dans les primaires aussi, avec les tout petits. Et c'est surtout une éveil au niveau du culinaire, au niveau aussi du bien manger local. Parce que c'est vrai qu'avec les grands, ça m'est déjà arrivé de faire avec eux des conférences aussi. Je fais des ateliers avec eux, donc des démonstrations, de manière à vraiment les faire prendre conscience qu'ils ont autour d'eux des produits qui sont là, qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais qu'ils ont des produits qui valent le détour, qui valent qu'on s'y arrête et qu'on prenne le temps d'apprendre à les consommer. Donc souvent, le retour que j'ai, c'est que maman ne fait pas ça à la maison et c'est vrai Mhm. que de plus en plus, les foyers cuisinent de moins en moins et nos jeunes Mhm. sont très axés aussi sur l'alimentation rapide, donc tout ce qui est Mhm. fast-food et autres. Et c'est vrai que même à travers la restauration rapide, on pourrait justement proposer des produits qui sont faits dans ces types de restauration à base de farine Lo- locale. Local, oui. Voilà, tout à fait. De manière à permettre à ces jeunes de s'approprier, de devenir en fin de compte des locavores. Exactement. Alors, lorsque vous faites de l'orientation sur les différents métiers de cette filière, vous parlez de quoi exactement? Mais je parle avec eux de tout ce qui touche à notre environnement, hein, de tout le vivant en fin de compte, parce que c'est vrai qu'un arbre, c'est un être vivant, et souvent Mhm. on a tendance à l'oublier, et de tout ce qui touche à notre environnement, donc ça touche aussi à la pollution, à l'écologie, parce que c'est vrai que nous pouvons être face à la nature parfois arrogants, mais sans la nature, nous ne sommes rien. On ne peut pas Mhm. faire sans la nature, on a besoin d'elle parce que c'est elle qui nous fournit notre énergie, nos besoins vitaux. Elle est là pour répondre justement à nos besoins vitaux. Et nous avons besoin de cette nature, donc il faut en prendre soin. C'est en prenant soin de la nature qu'on prend soin aussi de nous. Donc il faut que... Donc mon discours, il s'oriente un petit peu aussi dans cette voie-là, parce que c'est vrai que je travaille au niveau des recettes, je propose des recettes de cuisine, mais c'est vrai que moi, j'utilise les produits qui sont autour de moi, donc forcément, il faut qu'il y ait ce respect de la nature, ce rapport avec la nature qui nous pousse à aller vers une nature qui est plus saine, qui est moins polluée, parce que c'est vrai que la pollution, actuellement, elle est partout. Elle est dans l'eau, elle est dans l'air, elle est dans la nourriture. Donc forcément, quand on parle de problèmes de santé, ben, tout de suite, ben, on peut penser à la pollution, en fin de compte. Mhm.
Alors, c'est vrai qu'un jour, on était en train d'en parler et on disait que le gros problème qu'on a au niveau de notre alimentation, c'est que les produits ne sont pas, on va dire, ne sont pas attirants. Les gens ont l'impression que quand on parle de consommation locale, c'est bita vie moun, c'est bita qui j'ai dépassé depuis longtemps, il n'y a pas qu'à manier ça, à pas bita eux-mêmes, parce que c'est pas technologie 2.0. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on mette quelque chose en place, nous, que ce soit dans l'éducation qu'on transmet aux enfants ou bien que ce soit dans les formations, dans les choses qu'on va mettre en place de manière à pouvoir rajeunir un peu nos produits ou bien faire comprendre à nos jeunes. Tout à l'heure, on a passé une photo d'un bokit. Donc, c'est un bokit qui est fait avec de la farine locale. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à faire passer dans les mœurs ce genre de choses ou pas au niveau de la population qui est quand même, elle adore en entendre parler, mais c'est pas systématique. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça en place? C'est vrai que quand on regarde tout cela, on conçoit que tout passe par l'éducation. Donc Mhm, l'éducation dit déjà au niveau du visuel, mais aussi l'éducation du palais. Et il faut aller vers cette connaissance et vers cette découverte pour justement apprécier les produits. Donc les apprécier comme en temps longtemps, mais les apprécier aussi de manière différente, de manière évolutive. Et mhm, nous avons chez nous des artisans, des talents, hein, qui sont des artisans et qui proposent justement des produits à travers la restauration, hein, des produits qui veulent des tours, en fin de compte, qui veulent, qui, auxquels il faudrait s'arrêter. Donc, je pense que ça doit commencer au niveau de la restauration scolaire aussi, au niveau de la restauration à la maison. Donc, apprendre aux enfants à cuisiner aussi, parce que c'est vrai qu'on avait cet échange, je dirais, quand moi j'étais plus jeune, mais dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à apprendre à cuisiner. Donc, c'est vrai qu'il faut, à la maison, depuis son jeune âge, apprendre aux enfants aussi à apprécier les légumes, à mettre la main à la pâte en cuisine. Et c'est comme mhm. ça que petit à petit, ils vont découvrir leurs produits et qu'ils vont découvrir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec et comment on peut les présenter différemment. On a l'intelligence pour ça, on a les techniques, on a tout ce qu'il faut, on a le produit. Donc après, il nous manque peut-être l'inspiration et puis le goût, hein, l'envie, le goût et puis de ce savoir. Alors, tout à l'heure, vous parliez de fast-food, mais il y a aussi un deuxième point. Donc, pour les gens, c'est vrai que les gens ne font plus à manger, moi la première, hein, ne fais plus à manger comme avant. Par contre, je triche beaucoup parce qu'on a des artisans qui font toutes sortes de produits. Donc, j'ai plein de bocaux hein, de nos artisans, que ce soit pickles, sauchien, j'ai tout. Donc, même quand j'achète un poulet, je n'ai plus qu'à mettre le poulet dans un bol, je verse la sauce dessus et j'ai fini. Je sais que mon poulet va s'assaisonner tout seul, on va dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à comment mettre en place soit ce genre de conditionnement, de manière à ce que la population puisse consommer rapidement quand elle n'a pas envie de faire à manger, ou bien soit qu'on se lance dans les plats préparés? Oui et non, parce que bon, c'est vrai que quand on va vers une démarche de santé, on Mhm. s'éloigne des plats préparés à l'avance. Parce que c'est vrai que la cuisine qui est préparée à l'avance, c'est une cuisine qui contient parfois des conservateurs, quand on parle dans le domaine des conserves et tout cela. Donc, Quand elle est industrielle. oui, Mais voilà, quand on va vers la production industrielle. Donc, mais il faut plus se retourner vers une production qui est plus rafraîchie, en fin de compte. Déjà, si on consomme local, c'est déjà aller vers une production rafraîchie. Donc, il faut qu'on apprenne justement à retourner vers nos produits de manière à ce qu'on puisse apprendre à connaître ces produits. Donc, et pour mhm. aller vers cette connaissance, ben, il faut les manipuler, il faut les toucher, Oui, il faut les voir. Donc, il faut les sentir, il faut ressentir les choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura ce contact avec cette nature et avec nos produits et qu'on va commencer à les apprécier de manière différente. Mais tant qu'on n'a pas ce contact-là, ben, on sera toujours très loin de nos produits parce qu'on se déconnecte de la nature, de notre nature, de notre environnement. Et si on est déconnecté d'elle, donc forcément, on a du mal à faire entrer dans sa cuisine nos produits, en fin de compte. Et il faut cette reconnexion avec notre nature et notre environnement. d'accord. Bon, bah, c'est ce que je voulais avoir votre point de vue sur ce point, parce que c'est vrai que maintenant, on commence à avoir au niveau de nos agriculteurs ou bien même de nos artisans de plus en plus d'agroalimentaire. Transformer, par exemple, des chips de banane, c'est quelque chose qu'on trouve partout depuis plusieurs années. Il y a Mhm. plusieurs autres formes de chips. Hein. L'autre jour, je crois que j'ai vu chips de fruits à pain. Il y a vraiment, ça commence vraiment à se démocratiser. Donc,
est-ce qu'il ne faudrait pas, si on ne va pas sur les plats préparés, mais partir sur tout ce qui est forme de chips, tout ce qui est apéritif, tout ce qui est amuse-bouche, commencer vraiment au niveau de notre production, peut-être petit à petit, à intégrer ce genre d'alimentation. Est-ce que vous pensez que ça, au moins, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et qui peut rentrer dans les mœurs? Oui, tout à fait. Moi, je pars du principe que l'agro-transformation, c'est une suite à l'agriculture, hein, parce qu'on commence d'abord par l'agriculture, et quand on veut évoluer, donc on commence à transformer nos produits, et c'est une manière aussi de limiter le gaspillage, en fin de compte, parce que avec les produits qui sont là et qu'on ne sait pas quoi faire avec, ben on va réfléchir et on va les proposer de manière différente. Donc, ça passe forcément par l'agro-transformation. On ne peut pas faire sans l'agro-transformation, parce que même quand on regarde notre disposition géographique, nous sommes sur une île et nous sommes chaque année sujets à des intempéries, et on est obligé d'avoir une réserve alimentaire justement pour pouvoir répondre à une demande alimentaire si par exemple il y a un cyclone qui passe et qui ravage tout. Donc, et si on part du principe qu'il faut qu'on devienne autosuffisant au niveau de notre alimentation, il faut justement qu'on développe l'agriculture en passant par l'agrotransformation et après, et en même temps, parallèlement, par la recherche aussi. D'accord. Pour la recherche, est-ce que quand vous allez dans les écoles, parce que moi je trouve que c'est une chose qui est très importante, donc avant qu'on commence l'émission, je disais qu'on a vraiment, au niveau de nos écrivains, des gens qui écrivent des livres, on a vraiment, vraiment des pistes vraiment très sérieuses qu'il faudrait qu'on analyse. Est-ce que vous pensez que ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire rentrer dans les écoles de manière à ce que dans les ateliers, par exemple, les élèves, au moins qui sont en cuisine, puissent étudier votre livre? Oui, tout à fait. L'éducation doit s'adapter en fonction de là où on est. Et quand on est sur une île, donc il faut automatiquement que l'éducation de nos enfants aussi avance de pair, en parallèle avec leur environnement. Donc il faut automatiquement les conditionner, les mener justement vers cet apprentissage aussi. Donc forcément, nos auteurs qui sont sur le territoire de la Guadeloupe, qui prennent le temps de réfléchir, qui prennent le temps d'écrire, ils ont tout à fait leur place justement au niveau du cursus scolaire, de manière à ce qu'ils puissent faire découvrir à nos jeunes la culture, en fin de compte, la culture ancestrale et la culture moderne du territoire qui est là. Parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont très axés sur l'image, donc sur tout ce qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a ce formatage aussi qui est mis en place à travers les images, à travers les médias. Donc il faut justement laisser la place à ces auteurs de manière à emmener quelque chose de nouveau, de frais, et pour permettre à ces jeunes justement de prendre conscience qu'il y a matière aussi autour d'eux à réfléchir et à se poser, à se dire que quand je finis mon circuit scolaire, ben je peux aussi réfléchir et à rester chez moi et pour Développer le... travailler. Voilà, pour développer mon patrimoine qui est déjà là, quelque chose qui est déjà présent et qu'il y a du travail chez soi. Et c'est justement en faisant justement ces rencontres, ces différentes rencontres, qu'on se rend compte justement de certaines choses, en faisant aussi des sorties avec les enfants, donc en les emmenant sur des sites, en fin de compte, des sites touristiques ou des sites d'agriculteurs, des entreprises qui font de la transformation, de manière à les montrer qu'est-ce qui se fait localement. Parce que moi, je me souviens la première fois que j'avais été sur la grande manifestation qui se fait en fin d'année, jour à tradition. Quand j'ai vu tous ces exposants, j'ai été surpris en fin de compte de voir autant de choses qu'on fait sur notre territoire en Guadeloupe. Et pourtant, quand on va dans les magasins, on n'a pas l'impression de ressentir cette présence en fin de compte. Donc, il y a tout cela aussi qu'il faut développer, cette présence justement du faire local qu'il faut développer dans des structures, dans des magasins, et qu'il faut que ça soit présent dans les rayons de manière à ce que la population puisse aller vers l'agriculture, vers l'agro-transformation et vers les produits locaux. Vers les produits locaux. Alors, je prends de votre livre une recette très simple, les pâtes à crêpes. Alors, pourquoi les? Parce que vous avez pour 3-4 crêpes, vous avez mis les ingrédients pour, alors, on va dire 4 styles de crêpes différentes. Donc, une avec la farine de patate douce, une avec la farine de manioc, une avec la farine d'igname et une sans œufs. Alors, et dans la farine sans œufs, dans les crêpes sans œufs, il y a de la farine de madère et de la farine de pois d'Angole
que vous utilisez aussi. Alors, comment vous avez fait? Parce que la pâte à crêpes, je pense qu'on peut au moins commencer par ça, parce que c'est quelque chose qu'on fait quand même dans les maisons. Je vois aussi que Oui. vous faites aussi des beignets. Et c'est vrai que pour les beignets, c'est aussi important chez nous, les beignets, que ce soit culturellement, le carnaval, on a des périodes où on fait des beignets ou des périodes à laquelle on fait des acras. Et vous avez bien sûr pensé à mettre la recette aux acras. Comment vous avez fait pour trouver ces recettes-là? Est-ce que vous avez essayé concrètement avec différentes farines? Est-ce que vous étiez seul? Comment vous avez fait les dosages? Comment ça fonctionne? Quand je mets en place une recette, donc je réfléchis d'abord parce que c'est vrai que avec l'expérience que j'ai, donc ça me permet déjà d'écrire la recette sans même avoir pris le temps de la tester, de l'écrire, de penser la recette, de penser, de voir ce qui est possible, ce qui est faisable. Et ensuite, je Mhm. passe en cuisine, je teste mes écrits et je réajuste au fur et à mesure que je trouve le résultat que je voudrais à partir du moment que j'ai le rendu qu'il me faut. Donc après, je fais évoluer la recette. Et après, donc c'est vrai que là, j'ai proposé plusieurs types de crêpes parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui consomment des œufs, il y en a qui ne consomment pas. Donc après, on a plusieurs types de farine. Donc pour proposer des crêpes qui ont des saveurs et des parfums qui sont différents. Donc ça m'a permis de voir aussi qu'avec toutes ces farines, qu'on pourrait réaliser des produits identiques, mais qui seront au palais, qui seront différents au goût et même sous la forme de la présentation aussi, qui peuvent être Mhm. différents. Oui, on voit sur les photos, la farine d'igname est légèrement plus foncée, la farine de manioc plus claire et tout. Donc ça, ce sont vraiment des recettes intéressantes. Et moi, je vais en lire une que j'ai déjà partagée avec tout le monde, enfin au maximum de personnes possibles. Là, je leur ai transmis votre petit secret. C'est pour faire la crème à tartiner. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal pour les enfants. On va pas citer de marque, hein, mais on sait que les gens, des fois, aiment bien acheter des marques de pâtes à tartiner, alors qu'on peut faire de la crème à tartiner locale et c'est super bon en plus. Il faut du fruit à pain cuit. Donc, on fait cuire 150 grammes de fruits à pain, 150 grammes de lait, du chocolat noir en tablette, donc 80 grammes, du sucre glace, 20 grammes, et de la cannelle. Donc, il faut faire cuire le fruit à pain, il faut le mixer avec le lait chaud, le sucre, la cannelle, le chocolat en morceaux. Il faut verser la crème dans un bocal après et laisser refroidir et préserver au frais. Et on a 5 jours pour le consommer. Alors moi, ça m'a fait un petit peu penser quand même au niveau de la texture au début à la bavaroise, hein, sauf qu'après avec le fruit à pain, en fonction de la manière dont on met le lait, c'est plus ou moins euh, Épais. épaissi, épais exactement. Mais c'est comment vous avez eu l'idée, même la première fois que vous vous êtes dit, je vais faire de la pâte à tartiner avec le fruit à pain, quoi. Ben, c'est-à-dire que j'avais déjà élaboré des petits pots pour les bébés Mhm, dans mon premier livre sur le fouille à pain. Et mhm. par rapport à cette expérience que j'ai eue justement avec ces petits pots, je me suis dit pourquoi pas essayer aussi une crème à D'accord. tartiner avec le fouille à pain. Et il y a une autre recette aussi que j'ai expérimentée qui m'a surpris beaucoup. C'est pour réaliser du beurre avec le fouille à pain et l'huile de coco. Je ne sais pas si vous vous êtes arrêté sur cette recette qui est Ah, dans le livre. pas encore, mais je vais la regarder. Pas encore. Mhm. Réaliser du beurre Mhm. avec le fouille à pain et de Et l'huile de l'huile de coco. coco. Moi, celle qui m'a interpellée au niveau du beurre, alors que vous me donnez, j'ai pas encore analysé ça, mais celle qui m'a interpellée, c'est le beurre de carotte. Oui, le beurre de carotte aussi. Excellent. Donc franchement, ça, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et on peut faire visiblement des canapés, on peut faire des pâtisseries. Moi, j'ai besoin d'essayer Exactement. par le goût. Est-ce qu'on prend vraiment le goût de la carotte ou ça se passe comment? Si, on va trouver automatiquement le goût de la carotte qui est mélangé, je pense, j'ai mélangé avec soit une farine ou du fouille à pain directement, je ne me souviens plus. Mais on va retrouver surtout le goût et la couleur de la carotte. Et à Mhm. partir de ce beurre, on peut garnir, par exemple, on peut faire par exemple un biscuit qui sera garni avec ce beurre. On peut faire une bûche roulée salée avec ce Bien. beurre. On peut garnir un chou pâtissier avec ce beurre. On peut faire plein de Mhm. choses. En fin de compte, après, l'imagination, c'est tout ce qui va donner le plaisir du visuel et le goût à la consommation aussi.
Bon, bah, j'essaierai ce beurre qui m'a interpellée et après, j'irai regarder la recette du beurre de fruits à pain avec de l'huile de coco. Alors, j'ai une question. Est-ce que toutes les farines pays sont adaptées au niveau du sucre complexe et du sucre simple, par exemple pour les personnes qui sont diabétiques? En plus, je vois que dans le livre, vous avez un tableau qui parle des valeurs énergétiques de chaque fruit. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que nos tubercules ont, pour la majeure partie, un index glycémique qui est quand même assez bas. Mhm, Et donc, ce sont des produits qui sont locaux, qu'on a l'habitude de consommer, hein. Ce sont des mhm, produits qu'on consomme depuis l'époque de l'esclavage, parce que même, par exemple, le fruit à pain, il a été introduit sur notre terre pour donner de l'énergie aux esclaves pour travailler dans les champs. Ce sont des mhm. produits qui sont riches en amidon et en glucides aussi. Et ce sont des glucides qui sont simples, qui sont facilement digérables, parce qu'il n'y a pas de gluten dans ce type de produit. D'accord. Et ce sont Mhm. des aliments qui sont adaptés justement à notre alimentation et justement à nous, je dirais, parce qu'on est en contact avec cette nature à partir du moment que vous êtes en contact avec elle. Et donc, automatiquement, votre corps, en fin de compte, va reconnaître ce produit parce que Mhm. quand vous naissez, vous héritez de ce que vos ancêtres ont laissé pour vous et même à travers leur gènes, vous héritez Mhm. aussi de ce patrimoine. Donc, automatiquement, c'est une transmission, en fin de compte, des valeurs environnementales, mais de toutes les valeurs auxquelles ils ont été exposés aussi. Oui, alors ça, le fait que vous disiez ça, hein, j'en profite pour dire que j'ai lu hein, une étude il y a quelques années expliquant que les cancers augmentent proportionnellement lorsque l'on dépayse les gens. Donc, Tout par à fait. exemple, un Asiatique qui va vivre dans un autre pays, il a plus de possibilités d'avoir, de Le développer cancer. un cancer parce Oui. qu'il est asiatique. Donc, comme je dis, il n'y a pas plus facho que la nature. Hein. Il n'est pas censé manger les aliments par exemple, que mangent les Africains et vice-versa. Et après, de l'étude que j'ai lue, visiblement, lorsqu'ils remettent la personne dans son Dans son environnement contexte, traditionnel, les il cellules, retrouve son équilibre. exactement, ils Oui, retrouvent il son retrouve équilibre. son équilibre. Franchement, le corps humain, C'est allez-y. comme les Tahitiens, par exemple. Les Tahitiens, quand on regarde leur corpulence maintenant, mais il y en a beaucoup qui développent des maladies cardiovasculaires face Mhm, à leur nourriture, qui sont en train de changer pour adopter une nourriture qui vient de l'extérieur, par exemple. Et mhm. surtout au niveau de l'obésité, donc ils ont changé carrément de forme, hein, de forme physique, parce qu'ils se retournent de plus en plus, ils européanisent de plus en plus leur alimentation, donc forcément, ça a un impact aussi sur leur santé. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que nous aussi, on a subi, nous, Guadeloupéens, ou même nous, Antillais plus largement, puisqu'on mange beaucoup de ce qu'on appelle le manger conteneur. Hein. Donc, et nous aussi, beaucoup de comorbidités qu'on a vient aussi de cet état de De fait. notre, ah oui, de notre alimentation, parce que en fin de compte, moi, je pense que là où on est, là où on vit, on doit consommer ce qui est autour de nous, c'est-à-dire notre Normalement, c'est alimentation ça. qui est dans notre jardin, tout ce qui est autour de Normalement, nous, parce que logiquement, nous sommes en contact, nous sommes en connexion avec la nature, avec cet environnement qui nous entoure. Et elle est là pour nous servir, en fait, elle est là pour répondre à nos besoins. Donc, si elle est là pour répondre à nos besoins vitaux, c'est-à-dire l'alimentation qu'on va recevoir, hein, donc il faut la consommer. Ça sert à rien d'aller ça sert à rien d'aller se focaliser, se professionnaliser à consommer des choses qui viennent de l'extérieur et de délaisser ce qu'on a à l'intérieur. alors, est-ce que, puisque vous, ça fait des années que vous écrivez sur ce sujet, vous avez entendu, je vous ai envoyé le lien il y a quelque temps de la préfecture, le poste de la préfecture qui développe le PATIN, le projet d'alimentation territoriale ou bien le projet agroalimentaire territorial, je vérifierai. Est-ce Mhm. que vous comptez y participer ou est-ce que vous allez lancer des sujets, faire des propositions de manière à ce que ce discours soit entendu, sachant que c'est porteur de création d'emplois, de développement d'emplois, que ça peut relancer notre agriculture, que ça peut faire liquider les produits alimentaires qui sont là et que les gens ne liquident plus parce que on peut plus aller dans les restaurants, donc les restaurants ne peuvent plus acheter en grande quantité, les cantines et tout. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Vous faites déjà beaucoup de choses, hein, mais est-ce que vous comptez faire quelque chose par rapport à ce projet qui va être mis en place ou pas? Ben, en fin de compte, je n'ai pas encore pris connaissance de ce projet, donc
Donc, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai Mhm, qu'à travers déjà la démarche que je fais, donc je pense qu'il y a matière à trouver des réponses justement à mhm. travers mes écrits. Et c'est vrai que bon, si je peux porter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas? Bon, ben, de toute façon, nous, bientôt, dans un prochain débat, si tout se passe au mieux, parce que ce que pour le moment, nous sommes confinés, donc c'est justement le projet que l'on doit étudier, puisque le prochain débat, normalement, notre prochain débat mensuel en fin de mois, est sur l'agroalimentation. Donc comme ça, on verra avec nos intervenants et on va essayer d'avoir quelqu'un de la préfecture ou bien de la DAF qui va vraiment nous expliquer précisément ce qui sera mis en place. De toute façon, vous êtes invités à participer à ce débat parce que il faut faire avancer la situation et il faut vraiment mettre des choses en place pour qu'on puisse développer vraiment la partie alimentaire dans notre département. Est-ce que vous avez des événements qui vont reprendre, de prévus, qui vont reprendre après la crise là? Et j'espère bien, oui, de toute façon. Donc, j'avais des événements qui étaient déjà programmés, donc on a dû reporter, on a dû repousser. Donc, automatiquement, ils vont reprendre après le déconfinement, donc dans différents C'était lieux. quoi, c'était quoi comme événement? Est-ce qu'on peut en Mais, parler pas encore? ben, en fin de compte, comme les dates n'ont pas encore été revues, donc je ne sais Arrêtez. pas quand est-ce que ça va se mettre en place, mais bon, il y aura des ateliers, des conférences qui seront programmées avec des dédicaces aussi par rapport à mon ouvrage, parce que l'ouvrage est tout Mhm. récent, donc il vient de sortir. Donc, je continue dans cette lancée de manière à faire découvrir ce livre au grand maximum. D'accord, bon ben ça c'est vraiment une bonne chose. Alors moi j'en profite comme je suis à la maison, hein, donc pour présenter ce que moi j'utilise. Donc c'est, je ne sais pas si on voit bien, c'est Guada épice, donc c'est le beurre rouge créole. Donc voilà, donc ça ce sont les genres de pots que moi j'achète ou bien je prends soit des fois sur Arawak Market ou bien maintenant ce sont des choses qu'on peut trouver en magasin, donc dans les Mhm. supermarchés, pas les grands mais ça ne me dérange pas s'ils ne les prennent pas, c'est pas grave, au point on en est. Mais on peut trouver, par exemple, à Leader Price et Ecomax, quelques produits faits par nos Guadeloupéens comme ça. Et ça, je vous assure, c'est génial. Donc moi, maintenant, quand je sors du poisson ou que je sors du poulet, bon là, c'est le beurre rouge, donc non, hein, ça c'est pour le bouillon, pour les ragoûts et tout. Mais Mhm. ils font aussi le pickles, la sauce chien, vraiment toute une panoplie d'assaisonnement local. Et c'est très, très, très pratique et le repas est délicieux. Moi, je vous assure, vous n'avez plus qu'à mettre ça dessus et vous êtes tranquille. Il y a aussi un autre artisan qui fait du miel qui s'appelle Willy. Je ne sais plus le nom, mais ça me revenir, qui est déjà passé plusieurs fois avec nous en plateau. Et lui, il fait du miel aussi avec un assaisonnement. Et on peut acheter le pot de miel, soit miel à l'ail, ou soit miel aux épices, miel au citron. Enfin, il y a pas mal de choses qui mettent comme condiment, enfin pour créer un nouveau condiment. Et je vous assure que ça, c'est très, très pratique. Donc déjà, c'est vrai que si on pouvait faire fonctionner ce genre de produits chez nous, quand je dis chez nous, je parle dans notre département, donc acheter ça pour consommer à la maison, ce serait déjà une très bonne chose de fait. Est-ce que ce sont le genre de produits que vous utilisez, vous, ou pas du tout, en plus de ce que vous faites pour la farine alimentaire? Par exemple, pour tout ce qui est assaisonnement, pour les salades et les préparations. Ben, je dirais que moi, j'aime bien faire les choses moi-même, donc, parce que je suis Effectivement. cuisinier, donc je réalise directement moi-même. Donc, tout ce qui est sauce, tout ce qui est vinaigrette, donc toujours en utilisant des produits locaux. Mais je Locaux. pense Mhm. que ce qui nous manque vraiment, c'est une exposition un peu plus médiatisée par Mhm. rapport aux artisans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits artisans qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont Mhm. pas cette possibilité déjà d'avoir un magasin fixe, déjà d'être exposés. Et il faut que, je pense qu'au niveau de la région, il faudrait peut-être penser à mettre un budget justement pour accompagner ces artisans, pour exposer un petit peu plus médiatiquement leurs produits, parce que c'est vrai que quand on regarde la télé, quand on regarde les informations, il y a beaucoup de publicités qui passent, mais bon, pas beaucoup, pas suffisamment ceux qui produisent des produits locaux, comme ce que vous avez montré par exemple tout à l'heure, de revoir un petit peu ce type de produits à travers la communication, à travers les écrans Mhm. justement, et même dans les avions, hein, quand les touristes ils viennent ici, déjà dans les avions qui
qu'ils perçoivent, qu'ils découvrent aussi nos produits. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir à mettre en place de manière à accompagner justement ces artisans pour qu'ils puissent avoir une exposition un peu plus fréquente sur le territoire et de manière à ce que les locaux puissent se réapproprier les produits. Parce que c'est vrai que souvent, on dit aussi qu'on ne trouve pas nos produits assez dans les grandes surfaces, dans les boutiques. Mais les gens ne savent pas qu'ils existent non plus. Voilà, les gens ne savent pas qu'ils existent. Et donc, s'ils ne savent pas qu'ils existent, ben, ils peuvent pas les consommer. C'est l'offre et la demande. Voilà, il faut qu'il y ait cet échange et de manière à ce que, pour faire apparaître justement tous ces produits, toutes ces productions dans les grandes surfaces et que le tout public justement consomme de plus en plus local aussi, parce que c'est ça qui va vraiment donner la force à notre agriculture et nos produits locaux. C'est d'abord la consommation du produit local, c'est le consommer local, c'est être locavore. C'est la première démarche qu'il faut avoir justement pour développer justement cette filière. Parce que à moi, de mon côté, ça ne me sert à rien d'aller planter un hectare de fouilles à pain, par exemple, s'il n'y a personne pour les consommer. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait cet engouement, ce désir de consommer local de la part du public aussi. Et c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire parce que ça passe par la communication, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas ou qu'on nous dit de travers de manière à nous répulser, à nous repousser vers ce qu'on a chez soi. Quand on parle de chlordécone tout le temps, ben oui, mais comment on fait? Oui, c'est vrai que là, je parle de tubercules, mais la chlordécone, on sait très bien que c'est dans le sol qu'elle est. Donc, comment faire pour consommer tous ces produits? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à faire passer pour que le public prenne confiance dans ce qu'il a autour de lui, de manière à ce qu'il pense que ce qui sort de l'extérieur n'a rien à envier à ce qui est chez nous. Et que automatiquement, quand on va consommer local, on se portera forcément mieux que quand on consomme ce qui vient de l'extérieur. Bon, on a forcément la maîtrise parce que, moi, exemple, quand vous allez faire des courses au marché, mais vous avez l'agriculteur en face de vous. Vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez l'interroger sur la manière dont il va produire, de la manière dont il va cultiver son produit. Mais quand vous allez acheter un produit dans une grande surface, vous n'avez personne en face de vous pour vous donner l'explication, pour vous expliquer comment c'est fait, d'où ça sort, d'où ça vient. Vous n'avez que l'étiquette. Mais si sur l'étiquette, c'est mal écrit, c'est mal sorti, ou il y a un produit qui est remplacé par rapport à un autre, ben vous êtes perdu en fin de compte. Et souvent, on ne lit pas les étiquettes parce qu'on se dit on n'a pas le temps. Donc après, il faut installer cet esprit de confiance pour que le consommateur, justement, puisse prendre confiance de ce qu'il a autour de lui. Et ça passe par la communication et par l'éducation. Bon, merci beaucoup pour cette intervention. On vous réinvitera bien évidemment puisque nous avons le débat qui est en préparation et on va pouvoir vraiment parler avec les différents acteurs économiques de tout ça. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous laisser, nous avons 2 informations à vous faire passer. Il y a 2 événements importants que vous devez connaître. Le premier, ce sont les élections consulaires 2021. Donc, ça va s'afficher. La Chambre des métiers et de l'artisanat procède à la mise à jour des coordonnées des entreprises artisanales. Vous avez changé d'adresse, transféré votre siège social. Vous pouvez procéder gratuitement aux modifications jusqu'au 26 mai 2021. Donc, courez faire vos modifications administratives, s'il vous plaît. En plus, c'est la crise. Donc, la Chambre essaye au maximum d'aider les artisans. Donc, les procédures sont gratuites. Courez tout de suite. Vous laissez la télé. Maintenant, l'émission est finie. Vous allez regarder le reste tout à l'heure. Vous appelez tout de suite la Chambre de l'artisanat pour pouvoir mettre en place vos affaires et faire vos modifications. Deuxième information, comme on vous l'a déjà plusieurs fois dit, Make-up Artist fête ses 5 ans et ils ont mis en place des nouvelles formule spéciale pour cet événement particulier. Tous les mercredis, vendredis et samedis, théorie et pratique, vous avez des cours d'auto-maquillage. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne connaît rien du tout, ça peut être vraiment formidable, mais je sais que moi, ça ne sert à rien. Parce que même si on m'apprend, je ne vais pas quand même me maquiller plus que ça. Donc voilà, pour les gens qui veulent, ils peuvent devenir des pros du maquillage et vous contacter Make-up Artist que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir, Monsieur Bebel. Au revoir, Sabine. À bientôt. À bientôt et merci de nous avoir suivis. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.